que la date du 6 avril soit déclarée fériée. Donc c'est 64 ans plus tard que cette demande a été exaucée. Et nous sommes pleins de gratitude à l'égard vis-à-vis du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour cette décision courageuse qu'il a prise. Nous avons noté que lorsque, en 6 avril 21, plutôt 2021 en Kamba, il avait accepté de le faire, il avait chargé le Parlement de s'en occuper. Mais ayant vu que le Parlement traînait les pieds, il a pris l'ordonnance courageusement. Et cela a suscité un certain nombre, certaines polémiques dans la masse en disant les gens ont confondu. Et cette ordonnance ajoutait un suffrage à l'église Kibangi alors qu'il concernait le combat de Simon Kimbangu en tant qu'individu. Pour ceux qui ne savent pas, bien qu'ils l'ignorent, l'église Kibangi s'est veillée à la légalité 9 ans après, 8 ans après son départ. Simon Kimbangu a quitté ce monde en 1951 et l'église Kibangi s'est veillée à la légalité en 1959. Donc il n'y a pas de confusion à faire entre l'église Kibangi en termes d'institutions légalisées et Simon Kimbangu. Quoi qu'il y ait les deux choses soient liées. Donc c'est une confusion à élever, à éviter. Nous répétons notre gratitude au chef de l'État pour avoir pris cette décision importante. Il convient d'aider le justifier. Ce n'est pas le moment de philosopher autour de ça. Mais il suffit de rappeler qu'en 1921, le Congo n'avait qu'un seul universitaire qui était en Belgique. Mais dans notre pays, ici, dans la colonie, il n'y en avait pas. Parce que généralement, la libération ou bien le rôle de conscientiser les masses est généralement dévolu aux personnes qui ont reçu une certaine éducation supérieure. On l'avait en Chine avec Mao, nous l'avons dit ici, Fidel Castro ou Mandela. Mandela n'était pas n'importe qui, ici l'avocat. Mais Simon Kimbangu était un paysan. Quelqu'un avait une faible éducation matérielle de base. Où avait-il eu l'inspiration de défier le pouvoir colonial? Pourquoi Simon Kimbangu était-il mort? Est-ce que les Congolais savent? Et jusqu'à 1900, de ses membres, de ses citoyens, au début même de la colonisation. Et ces chiffres ne sont pas donnés par les Congolais. C'est par les chercheurs occidentaux. 10 millions, des copies de 10 millions en réalité des Congolais étaient massacrés pour la collecte du caoutchouc dans notre pays, sous Léopold II. Alors on peut s'imaginer quelles étaient les conditions en 1921 pour qu'un Congolais ose s'élever et dire aux colonisateurs que Dieu nous a créés égaux. Vous devez rentrer dans votre pays pour vivre cette liberté et nous laisser vivre là-bas. Qui avant Simon Kimbangu dans ce pays, et même en Afrique centrale, avait osé défier le pouvoir colonial, non pas par la violence, en nous faisant comprendre que leur manière, ils n'étaient pas autorisés à dominer sur nous, parce que nous aussi, nous étions des créatures de Dieu. Et il leur a dit, vous mettrez ma vie, me mettrez en prison, mais qu'on le veuille ou non, le blanc deviendra le noir, le noir deviendra le blanc, et nous serons des gens libres. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal d'avoir un bourgmestre congolais. Cela n'existait pas. Le pays a accédé à l'indépendance sans aucun officier dans l'armée. Je suis de cette génération. Donc ce que j'ai dit, c'est en connaissance de cause. Le plus haut grade pour les militaires congolais de police était premier sergent-major. En 80 ans d'indépendance, on n'a pas pu former un seul sous-lieutenant dans ce pays. Mais Simon Kimbangu était engagé dans ce combat en 21. L'élite congolaise, l'élite intellectuelle congolaise, ne s'est réveillée qu'en 1957. Qui comprenait Joseph Kéléo,
fait le cardinal Malula, les gens de cette génération-là, donc 2 à 3 ans avant l'indépendance. Simon Kimbangu avait une avance de 37 ans sur eux. Comment les gens peuvent-ils honorer Mandela en tant que noir, c'est la fin de soi, et ignorer que Simon Kimbangu avait fait ce combat avant même Mandela pour la liberté non seulement de l'homme noir, mais de tous les colonisés. Il y a un document de 1925, qui est bien 25, du pouvoir colonial belge, qui avait fait une investigation sur la conduite d'un magistrat renommé, qui s'appelait Voisin, c'était un belge. Il avait été chargé d'étudier l'impact du ministère de Simon Kimbangu dans la colonie du Congo belge. La conclusion de ce rapport qui existe parce que les Congolais ne fouillent pas était que Simon Kimbangu a posé le problème du devenir de l'homme noir de façon irrévocable et qui est le père de la conscience des Noirs parce qu'il réclamait déjà à cette époque que les Blancs rentrent chez eux non pas parce qu'il était raciste mais parce qu'il n'acceptait pas que nous puissions être colonisés. Alors, comment les Congolais peuvent-ils ignorer cette réalité alors qu'à l'étranger, elle est enseignée? J'avais fait un voyage aux États-Unis en 1979. J'étais tout à fait surpris qu'à l'université de Harvard, qui est considérée comme la première ou les 2 plus grandes universités du monde, Simon Kimbangu est enseigné. Allez-y comprendre quelque chose. Et que nous puissions avoir des doutes lorsque le président a honoré la mémoire de Simon Kimbangu. C'est le premier point. Le deuxième, je vais aller rapidement, parce que je donne ici la position officielle de l'Église kimbanguiste par rapport à l'actualité. Nous sommes confrontés au problème de l'Est. Quelle est la position de l'Église kimbanguiste? En 1990, si les Congolais ne le savent pas, son Éminence vient a révélé une mission en Angola, à l'invitation du feu du président Dos Santos de l'Angola. Parce qu'il existait une tension entre le Zaïre à l'époque et l'Angola suite au problème de l'UNITA. Après cet entretien, auquel j'avais assisté en tant que collaborateur de son Éminence Tenguien, son Éminence Tenguien, au retour de Rwanda, est allé à Goma pour restituer l'entretien qu'il avait eu avec le président Dos Santos. Après avoir restitué cette rencontre, il s'est rendu à la paroisse kimbanguiste de Goma. Et là, les fidèles s'étaient plaints de certaines privations, de certaines pressions qu'ils avaient des chefs spirituels, des chefs coutumiers locaux qui commençaient à être remplacés par nos amis qui venaient du pays voisin. Et Papa Tenguien a dit, après les avoir écoutés, il a dit de façon prophétique, Goma, porte d'entrée, Goma, porte de sortie. C'était en 1990. Et il a ajouté, sur de lui, qui vivra, verra. C'était avant le génocide de 1994. Un mort, c'est toujours un mort de trop. On célèbre, nous déplorons qu'il y ait un génocide au Rwanda. Mais en quoi les Congolais sont tous les responsables? Pourquoi les Congolais doivent payer? On parle timidement de 10 à 12 millions de Congolais qui sont massacrés. C'est faux, archi faux. C'est près de 30 millions de Congolais qui sont morts. Près de 30 millions de Congolais qui sont morts. Et la position de l'Église kimbanguiste, c'est celle de Simon Kimbangu. Papa Tenguien avait dit ceci. D'une manière générale, les fils de Simon Kimbangu. Lorsque nous ne disons jamais assez, mais les Congolais n'y prêtent pas attention justice. Lorsque Simon Kimbangu fut arrêté en 1921, on lui avait fait suivre l'itinéraire suivant. De Kamba dans l'actuel Congo central, on l'a acheminé à Kinshasa. Prenez une carte du Congo et suivez cet itinéraire.
Arrivé à Kinshasa, on l'a mis en bateau, il a le long du fleuve, il a voyagé par le fleuve jusqu'à Kisangani. Ça veut dire qu'il avait traversé le Bandundu, l'actuel Bandundu, la province de l'Équateur, et arrivé à Kisangani, c'était la province orientale à l'époque. Et de la province orientale, il est allé dans le Kivu. Il est arrivé à Kindu, et de Kindu, il est descendu jusqu'à Lubumbashi, en passant par Congo. Donc si on se met dans la tête de la carte géographique, on voit à peu près la courbe qu'il avait faite. Et il est arrivé à Lubumbashi en 1922, en janvier 1922. Parce que les moyens de locomotion à l'époque n'étaient pas aussi rapides que ceux d'aujourd'hui. En 1960, les fils de Simon Kimbangu sont allés exhumer le corps de Simon Kimbangu. Le pasteur l'a dit ici, intact à ce jour. Quel est ce Belge qui pouvait embaumer le corps de Simon Kimbangu, l'ennemi de la colonisation? Si on vous montrait, vous visionnez le film de l'exhumation du corps de Simon Kimbangu, quoi qu'il soit d'égalité et de pays mauvaise, vous verrez que les Blancs qui étaient présents lors de l'exhumation, surpris de voir que ce corps était intact, ont ramassé la terre qui était à côté pour la cacher. Ils étaient impressionnés. Comment un corps qui n'a pas été embaumé, qui est resté en terre pendant 9 ans, et ressort intact? Et c'était une interprétation. L'itinéraire de retour était d'Elisabethville, actuelle Lubumbashi. Il a traversé le Kassai. Il n'avait pas parcouru en 21, il est revenu à Kinshasa, la boucle était bouclée. Les fils de Simon Kimbangu, il faut que l'opinion le sache, avaient dit que, bien avant, 10 ou 20 ans même, 30 avant des événements que nous vivons à l'Est, ils nous ont dit, écoutez, cet itinéraire qu'il a fait est spirituel. Dieu a bouclé la boucle sur le Congo. Aucune puissance au monde, soit celle l'armée des États-Unis, ne peut arriver à balkaniser le Congo. Qui vivra verra. Les tentatives sont là. Les Congolais, les Congolaises meurent, nos soldats meurent, nos policiers meurent. Mais ils ne parviendront jamais à balkaniser ce Congo. Nous vous les répétons, nous vous transmettons ces messages, vous les connaissez. Pour nous les kibangistes, le problème est que l'unité sera-t-elle sauvegardée, ce n'est pas la question. Pour nous la question est que le Seigneur raccourcisse les dates pour que l'échec de ceux qui en veulent à l'unité de notre pays soit consolé. Et ça nous tenons à le répéter. Que nos autorités et les Congolais peuvent. Simon Kimbangu n'est pas un charlatan. Quand il est dit, c'est la certitude. Et cette aventure prendra fin parce que Dieu a donné à chaque peuple une partie du territoire, du monde qu'il a créé. Il n'y a aucune raison, aucune, en dépit du complot international contre notre pays, qui parviendra à arracher ne fût qu'un seul centimètre carré du territoire congolais, qui est sous la protection de Simon Kimbangu et qui vivra, verra. L'autre point pour terminer était Dieu a tourné sa face sur l'Afrique. C'est donc le message de guerre spirituelle.
prochaine. Amis, Restez mobile, gardez votre ligne. Combattant, moi, je suis Moussa. Papa, mon collègue, le 6 avril, le combattant, je suis Moussa, tu vas Moussa. Attention! Ici, jamais!
sa caméra na biso na 1921 ezalaka vraiment pasi elele ezalaki komebiso eza reconnu na vraiment mosala mokosi moko basalaki ezalaki mosala moko ya monene lelo ezali jamais esengo nde bomo nayebi te nazaki na mango eza na esengo vraiment nde liloba nini oloba na mokonzi ya mboka lokwa valorize journal molonzi ya mboka topesi ye bamerci mingi bamerci mingi na oyo asali vraiment bapesi mingi bamakanisela ye merci Reste dans quel sens? Dans le sens que l'étape dans laquelle nous sommes, il ne reste juste que l'information, l'enseignement, la connaissance. Il faut juste mettre à la disposition du grand public, du Congolais en général, l'enseignement, la connaissance de façon et puis le reste de pour la jeunesse, évidemment, la jeunesse est particulièrement concernée par cette journée parce que quand nous parlons de Papa Simon Toumam, ce n'est pas l'image que nous avons aujourd'hui de la personne qui a fait 30 ans, mais c'est un jeune au départ qui avait pris, qui s'était levé pour enseigner, il était jeune. Et l'enseignement qu'il a donné est d'actualité, reste d'actualité jusqu'aujourd'hui, parce que justement ça touche la prise de conscience de ce que nous sommes pour devenir ce que nous espérons être. Donc c'est une élévation, c'est un apprentissage qui permet à la jeunesse, à la jeune génération de pouvoir passer à l'étape supérieure, parce que la réalité c'est que, comme je l'ai dit dans mon discours, ce n'est pas encore parfait. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous avons encore des choses à accomplir. Et ces choses-là que nous devons accomplir pour l'émancipation de notre société dépendent de la jeunesse et de ce que nous allons faire. C'est pourquoi cette journée concerne éminemment la jeunesse pour les préparer à demain. C'est les Occidentaux qui veulent qu'on le garde comme ça. Il faut qu'on change de paradigme, qu'on passe à l'étape suivante, que nous allons vers ces recherches scientifiques qui vont nous permettre, pas seulement de... Parce que moi je dis toujours, ce n'est pas les miracles qu'il a accomplis qui sont les choses les plus importantes. Les choses les plus importantes, ce sont les enseignements qu'il a donnés. Et scientifiquement, si nous pouvons mettre à la disposition de la société tous ces enseignements-là, ce sera là le début de l'émancipation. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Comment jugez-vous la montée politique de l'église Kimangis aujourd'hui? L'église Kimangis a toujours été importante. Parce que si on veut parler de l'église, même qu'on parle des églises de réveil, la première église de réveil, c'est l'église Kimangis. Réveil parce que, dans le sens le plus politique de son terme, dans son sens politique, ça réveille les consciences pour qu'on connaisse notre État et qu'on se batte pour notre liberté. Donc, c'est la mère des églises. Elle a toujours été influente, elle n'a jamais été aussi influente que, surtout maintenant, elle est toujours influente. Papa, Nalingala, alors comment va na biso moko tokoti bakoki kobalukila biso basala biso mabe papa mokili mo bakoko retenir mpona date ya lelo. Donc c'est important que enseigner bana wana to encadrer bana. On pose question pour la date ya lelo. Oui, pour encore. La chose la plus importante lelo na mokolo lelo, c'est que ezali naissance ya nation. Ezali naissance ya nation des salami lelo le 6 avril. Yango président à Tchaki. Quand je parle de nation, je ne parle pas de la nation congolaise, je parle de la nation noire, nègre. Voilà. C'est la naissance de la nation nègre aujourd'hui à travers cette date. Donc il y a chose à retenir de bête. Il y a une nouvelle force émise en place. Oui, ça l'était. Biso ba noir, tout le monde a